Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du débris sportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler basket. Ça fait 3 jours de suite, mais quel régal en même temps, c'est playoff NBA. On voit des matchs absolument incroyables. Incroyables, et hier encore, on s'est régalé avec deux confrontations. D'un côté, Boston contre les Sixers, et de l'autre côté, Cleveland contre Toronto, avec ce shoot encore incroyable de LeBron James avec la planche. C'était vraiment un total régal. Mais aujourd'hui, on va pas vous parler de LeBron James, on va pas vous parler de Cleveland. On va vous parler de Boston et des Sixers. Oui, pourquoi? Parce que on a vu quelque chose d'assez intéressant dans ce match-là. On a vu la différence entre une équipe qui est rigoureuse, qui s'applique, et qui finalement a peut-être moins de talent sur le papier. Alors peut-être qu'on y reviendra un jour, mais je suis pas persuadé que ce soit le cas. Et une autre équipe qui compte peut-être trop sur son talent, et qui a peut-être trop compté sur son talent toute la saison, et qui face au moment décisif, c'est plus reposé sur ses talents individuels que sur ses efforts collectifs. Évidemment, on va vous mettre en valeur Boston et on va peut-être un petit peu critiquer les Sixers. Avant de commencer, comme hier, je tenais à vous remercier pour les commentaires que vous avez pu faire sur la chaîne et puis aussi pour le fait de faire vivre cette chaîne. Le but, c'est d'échanger, donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à me poser des questions. Je suis aussi disponible sur Twitter, sur Facebook. Vous allez voir, je réponds partout, même pendant les matchs. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me solliciter. Et on va pouvoir échanger. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de la qualité de jeu des Celtics et des défaillances des Sixers au travers de 4-5 actions assez ciblées qui vont nous montrer que d'un côté, on a une équipe qui a été très fidèle à son plan de jeu, à son orientation et à ses choix philosophiques presque de jeu, et une autre en face qui ne les a pas vraiment respectés et qui a plutôt tenté de passer par des talents individuels. Moi, j'appelle ça de passer en force. Allez, on y va tout de suite, la première action. Le but n'étant pas de casser du Sixers pour casser du Sixers, je vais vous montrer deux actions pour moi assez symptomatiques de ce qu'ont fait mal les Sixers et du fait qu'ils n'ont pas été vraiment capables d'en revenir à ce qu'ils savaient faire de bien. Je dis pour pas être trop dur avec eux et pour pas être trop cassant, parce que je vais prendre deux paniers qui ont été marqués par les Sixers, qui sont des paniers un petit peu, des paniers de talent, mais qui sont des paniers un peu miraculeux, mais qui sont bien symptomatiques de ce que n'a pas fait bien les Sixers, étant donné qu'il y a eu pas mal d'actions similaires où ils n'ont pas marqué, et ils ont eu quand même du mal en prolongation à aller marquer des paniers, à aller chercher des points. La première action, en fait, on va tout de suite au début de la prolongation, et ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est le manque de rigueur, et le fait que les Sixers n'ont pas réussi réellement à trouver un plan de jeu, et à trouver comment se placer sur le terrain. Donc on lance l'action. Donc c'est une action offensive de la part de Boston, manquée sur un tir mi-distance de Terry Rozier, rebond de Joel Embiid qui la donne à Marco Bellinelli. C'est peut-être presque le premier problème. Pourquoi? Parce que Ben Simmons ne peut pas jouer loin du ballon, c'est un peu son défaut. En tout cas, s'ils essayent de jouer un peu de l'ISO, il ne peut pas jouer loin du ballon parce qu'il n'a pas de tir. Par conséquent, ils ont vraiment besoin qu'il ait le ballon en main. Or, là, c'est Marco Bellinelli qui va prendre le ballon. Et regardez l'attitude de Ben Simmons. Regardez l'attitude de Ben Simmons qui, sur plusieurs mètres, va y aller à reculons. Ça sert à rien d'aller à reculons. Ça veut dire, en fait, il a envie d'avoir le ballon. Il sait qu'il va pas pouvoir l'avoir, mais ça le perturbe un petit peu. Et vous allez voir sur le reste de l'action qui va être assez perturbé. Et globalement, les problèmes sont quand même majoritairement venus de Ben Simmons qui a fait des erreurs. Pour moi, de rookie. Et c'est à mettre en opposition avec les erreurs aussi de Jason Tatum, qui n'a pas vraiment eu beaucoup. Et je pense que c'est aussi important parce que Tatum, lui, vient de Duke, d'une université qui est très structurée, qui a l'habitude de jouer des gros matchs, alors que Ben Simmons vient de LSU. Et à LSU, il y a un peu moins d'école de jeu et un peu moins l'habitude de jouer des gros matchs. Donc on va lancer l'action. Je vais vous la laisser une première fois à vitesse réelle, et après, on va revenir dessus. Donc c'est un pic en haut de Jojo Embiid, shoot de Marco Bellinelli, et on score assez rapidement. Et vous allez voir que dans cette action, il y a le syndrome, il y a un syndrome et il y a tout ce qui ne va pas marcher chez les Sixers durant cette prolongation. Allez, on se la remet en arrière. Donc Marco Bellinelli qui prend le ballon, Ben Simmons qui n'est pas en attitude, qui ne sait pas trop quoi faire. Vous allez suivre Ben Simmons du regard. Regardez, il va demander la balle, il va aller la demander dessous et en fait il va prendre de l'espace un peu de partout mais sans savoir vraiment quoi faire. Et on va voir qu'à l'opposé, il n'y a pas vraiment d'attitude. Parce que le fait que Ilyasova flotte ici n'a pas vraiment d'intérêt, surtout si Ben Simmons est ici. Ilyasova aurait dû descendre dans le corner. Et surtout, JJ Redick, qui doit être un peu plus en attitude. Parce que JJ Redick, il n'a pas la possibilité d'être dangereux. C'est un pic en haut pour Marco Bellinelli, qui va enchaîner avec un panier mi-distance. C'est un shoot à la Marco Bellinelli, à savoir que Marco Bellinelli aime bien prendre des tirs compliqués en première intention. Ça rentre cette fois-ci. Moi, c'est des shoots que j'apprécie pas spécialement. Parce que la plupart du temps, c'est des shoots un peu casse-croûte. Quand on revoit l'action, on voit donc tout ce que font mal les Sixers. Ben Simmons qui n'est pas en place,
qui va aller décaler en dessous en demandant la balle, mais sans vraiment la demander, il n'est pas vraiment en attitude. Jojo Embiid et Marco Bellinelli vont se concentrer sur leur pick and roll, mais à partir du moment où on se concentre sur le pick and roll, il faut que les autres aient une interaction et une action intelligente. Or, c'est pas le cas. Ilyasova n'est pas dans le corner, JJ Redick n'est pas en action, et Ben Simmons flotte un peu, ne sait pas vraiment quoi faire. De mémoire, il va même pas vraiment se mettre en position pour le rebond, ce qui est très mauvais. Donc on se retrouve sur une première action qui permet d'avoir un panier et de prendre l'avantage pour la première fois dans cette overtime, mais qui vous montre que Philadelphie, là, c'est avoir chaud aux fesses. Philadelphie a chaud aux fesses et on revient à des actions un petit peu miraculeuses. Deuxième action sur un autre panier de Philadelphie. La deuxième action symptomatique, à mon sens, de ce qu'ont mal fait les Sixers, on va la voir plus tard dans la prolongation, et ça va être un pick and roll encore, mais un manque d'intelligence sur la gestion du pick and roll qui va quand même finir par un panier de Ben Simmons avec Jojo Embiid. Là, à ce moment-là du match, les Sixers ont quand même chaud aux fesses, hein. Une fois de plus, il faut le rappeler, ils sont quand même menés 2-0, ils ont la possibilité d'être menés 3-0, il faut trouver des façons faciles de marquer. Dans ces moments-là, il y a deux solutions. Soit on se fie à son plan de jeu, soit on fait un peu ce qu'on appelle du hero basketball, quoi. Et là, les Sixers, durant toute la prolongation, ils ont fait du hero basketball. Je vous lance l'action une première fois, et après, on la revoit avec l'analyse. Donc c'est un pick en haut de Ben Simmons, avec un spacing, non, de JJ Redick, pardon, avec un spacing quand même kata. Voilà. L'action permet de rentrer, ça permet quand même de prendre 4 points d'avance, mais qu'est-ce qui se passe dans cette action? Quel est le choix des Sixers? Les Sixers demandent un pick and roll. Pourquoi c'est JJ Redick et pas Jojo Embiid qui va faire le pick and roll? Parce que Ben Simmons veut se retrouver en bunyabu non pas avec Marcus Morris qui est ici, non pas avec Al Horford qui est ici, mais avec Shane Larkin qui est tout petit et qui aura du mal à le contester. L'idée est plutôt bonne. JJ Redick va poser un écran qui est complètement illégal. Je vais vous le remettre au ralenti, mais vous allez voir, l'écran est complètement illégal. C'est-à-dire qu'il est complètement en mouvement, les bras sont loin. Quoi qu'il arrive, le changement se fait et Ben Simmons se retrouve face à Larkin. Le pick and roll est très mal fait et la conséquence, c'est que Ben Simmons, il est un peu perdu. Parce que regardez où va Ben Simmons. Regardez, il dribble avec sa main gauche. Il a plutôt une bonne main droite, Ben Simmons. Il dribble avec sa main gauche dans la direction des deux défenseurs. C'est pas vraiment un choix très judicieux. À la limite, on peut faire une feinte de prendre le pick, mais dans ce cas-là, il aurait fallu que Ben Simmons aille chercher beaucoup plus loin pour repartir de l'autre côté. Or, c'est pas vraiment ce qu'il fait. Quoi qu'il en soit, il va quand même réussir, en se mettant dos au panier et en faisant un spin, à aller marquer le panier. Néanmoins, dans cette action, il y a beaucoup d'erreurs de la part des Sixers. La première, à regarder l'attitude de Dario Saric et de Marco Bellinelli. On va se la remettre. Alors, l'action va avancer un petit peu. On va se la remettre. Regardez bien Dario Saric qui va se positionner pas vraiment à 90, pas vraiment à 45, mais plutôt dans une zone un peu morte, surtout si Marco Bellinelli est ici. Et regardez bien Marco Bellinelli qui en fait ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Je vous montre l'action précisément. Regardez, il essaye de regarder le coach, de regarder l'action, et c'est pas trop ce qu'il doit faire. Il est dans une zone complètement morte en fait. À la limite, il aurait fallu plutôt que Marco Bellinelli soit à la place de Dario Saric et que Dario Saric soit à la place de Marco Bellinelli pour proposer une action sous le panier. Mais Marco Bellinelli ne sait pas vraiment quoi faire, il flotte un peu. Du coup, Terry Rozier peut presque aller en aide. Regardez, Terry Rozier, il avance, il peut presque aller en aide et il va en aide complètement. Ben Simmons fait une bonne action et beaucoup trop tard, Marco Bellinelli est en possession de son 90. Seulement, son possession de 90 ne sert pas à grand chose parce que Dario Saric, il ne doit pas être ici. Dario Saric, il doit être ici et JJ Redick doit remonter ici ou à 45 pour pouvoir justement offrir un bon spacing. Du coup, Terry Rozier peut parfaitement doubler et gêner Ben Simmons qui a quand même une action de classe et qui arrive à finir près du panier. On se la remet une toute dernière fois pour tout revoir. On a donc le mauvais pick de Redick, le mauvais placement de Dario Saric, le mauvais placement de Marco Bellinelli, la mauvaise attaque de Ben Simmons, l'aide de Terry Rozier. Mais ça permet quand même d'avoir un panier facile. Bien joué de la part des Sixers malgré tout, surtout bien joué de la part de Ben Simmons qui montre ses qualités individuelles. On va tout de suite vers la troisième action qui cette fois-ci va nous montrer plutôt ce que Boston a réussi à bien faire. C'est la première action du match qui va nous montrer que Boston est quand même plus expérimenté, plus en confiance, plus appliqué et meilleur. Et c'est pas pour rien qu'ils mènent 3-0. C'est la dernière action qui est censée mener à un panier des Sixers. Là, votre but, quand vous êtes coach et quand vous êtes joueur, il reste 16 secondes à jouer, vous avez la dernière possession. Vous ne pouvez pas vous tromper, et c'est d'ailleurs ce qu'a très bien fait LeBron James, il restait 8 secondes, c'était plus court, mais contre Toronto. D'abord, la première chose à faire, c'est de faire attention au ballon et pas d'erreur, pas de perte de balle. Or,
bah là, malheureusement, les Sixers, ils vont perdre le ballon. Je vous mets la action une première fois à vitesse réelle, et après, on la revoit en détail. Donc, c'est une action assez simple, hein. Il reste 14 secondes à jouer, Ben Simmons est en attitude. Ils savent pas vraiment trop quoi faire, Philadelphie, mais c'est surtout de gagner du temps. L'erreur de passe de J. Redick, la contre-attaque menée par Terry Rozier et panier facile de Jaylen Brown. Déjà, Boston est parfaitement en attitude, tout le monde est proche de son adversaire, ils sont concentrés, et les Sixers sont dans une position d'attente, et c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas un vrai meneur. Ben Simmons ne dégage pas, à mon sens, ne dégage pas suffisamment d'assurance à ce moment-là. Il regarde Brett Brown, c'est Brett Brown qui lui dit complètement quoi faire. Il y a peut-être un manque d'assurance dégagé par Ben Simmons sur cette action. Qu'est-ce qui va se passer? JJ Redick va aller se démarquer à 3 points sur un pic de Joel Embiid. Très très bonne défense de Jaylen Brown, qui fait pas l'erreur comme on a pu vous montrer hier avec les Warriors de passer dessous, comme faisait beaucoup Kevin Durant. Lui, il va au mastic là. Là, il y va vraiment, et le but c'est de passer devant Joel Embiid pour gêner JJ Redick. JJ Redick se retrouve avec le ballon, mais regardez comme il est loin, JJ Redick. Regardez comme il est loin. C'est vraiment un problème. Vous pouvez pas être aussi loin parce que vous êtes absolument pas dangereux. Du coup, ça permet à toute la défense de Boston de remonter. Alors Ford, comme celui qui défend sur Ben Simmons, à savoir Marcus Morris, et d'être assez haut. Et là, JJ Redick fait tout de suite une passe vers Ben Simmons. Mais alors, certains ont dit que c'était une erreur de Ben Simmons qui regardait pas le ballon. Pour moi, Ben Simmons, il déclenche un système. C'est JJ Redick qui doit faire attention. Il doit pas lâcher un ballon comme ça. La zone est complètement morte. La passe va dans une destination qui n'est pour personne à ce moment-là. Et JJ Redick et Ben Simmons, en plus, vont se un peu culbuter et contre-attaque facile pour Boston qui permet de marquer un panier rapide et qui permet de prendre 2 points d'avance à un moment vraiment important. Qu'est-ce qui se passe aussi à l'opposé du ballon? On a un peu la même chose que tout à l'heure, le spacing est mauvais. Ça sert à rien d'avoir 2 joueurs au même endroit ici. Si vous voulez vraiment avoir du spacing, il faudrait plutôt que McConnell ou Ilyasova descendent dans le corner en bas, histoire d'avoir de l'espace pour pouvoir laisser la place à JJ Redick et à Jojo Embiid de faire quelque chose. Or, c'est pas ce qu'ils font. L'action se déroule, ils vont rester là-bas, donc pas respect du jeu en fait. Et la passe va être mauvaise, interception de Terry Rozier et départ en contre-attaque. En plus, personne n'est, les coachs disent toujours qu'il faut avoir un joueur à cet endroit-là pour pouvoir bloquer une contre-attaque au cas où, et que le ballon doit être reçu à cet endroit-là. Ilyasova, à la limite, aurait pu se mettre un petit peu plus haut s'il n'a pas envie de se mettre en bas. Voilà, se décaler un peu plus ici pour déjà être en attitude. Et au final, c'est McConnell qui va faire le gros effort défensif pour revenir. Ilyasova n'est même pas en attitude. Et le panier de Jaylen Brown, sûrement avec la faute, qui permet de prendre 2 points d'avance à Philadelphie. Et on part tout de suite vers la dernière action du match, la plus significative, évidemment, le panier de la gagne de Al Horford. On se retrouve directement pour la dernière action du match, vraiment, enfin l'avant-dernière action d'importance, étant donné que Boston a quand même réussi à un moment donné, après, à faire une interception par Al Horford qui a été monstrueux dans ce match. C'est la remise en touche, la fameuse remise en touche de Brad Stevens. Cette remise en touche, elle va se baser sur 2 choses. Prise d'espace et switch. La plupart des équipes en NBA, quand vient les fins de match, pour ne pas prendre de risques, switch sur tous les écrans, pour être sûr qu'il n'y ait pas un homme tout seul, et peuvent essayer d'aller chercher les joueurs très hauts, ne serait-ce que pour être en attitude. Brad Stevens va essayer de mettre ça à profit. Premier élément, on va regarder les switches que provoquent les Celtics. Donc la remise en touche se fait via Marcus Morris, et tout de suite va se déclencher le système de Brad Stevens. On va créer un espèce d'espace de chaos ici, que vous voyez avec un 3 contre 3, où forcément des switches vont apparaître. Il y a un switch très propre, et il y a un switch par contre qui ne peut pas être accepté par les arbitres, parce que la faute est énorme de Jason Tatum sur Ben Simmons. Donc, on regarde ce qui se passe. Jaylen Brown sort de l'écran, d'un double écran. Du coup, Jojo Embiid ne prend pas de risque et va tout de suite le chercher. L'intelligence, ça a été de mettre Al Horford bas pour pouvoir être sûr que Jojo Embiid, qui lui était haut, n'aille pas le chercher. Premier switch se fait. Certainement que les Sixers auraient voulu que Ben Simmons reste sur Al Horford. Simplement, Jason Tatum va faire une action, mais qui est une faute terrible. Regardez ce que fait Jason Tatum. C'est Jason Tatum qui va aller l'embarquer très loin, pour être sûr que ça soit Robert Covington sur Al Horford. Après, la passe est bien jouée de la part de Marcus Morris, qui la donne à Al Horford, qui se retrouve sur Robert Covington, qui ne peut rien faire, étant donné qu'il est beaucoup plus petit que Al Horford, et ça donne un panier facile à 2 points. Donc là, vous avez pu voir les switches. Le deuxième élément, je vous ai dit, c'est la prise d'espace. Qu'est-ce qui se passe? Premier élément, Terry Rozier va aller chercher très loin, il va se désintéresser complètement de l'action en partant comme ça à l'opposé, et TJ McConnell va aller le chercher. Mais McConnell, qu'est-ce que tu vas chercher de Terry Rozier si loin? C'est exactement ce qu'ils veulent. Ça ne sert à rien. Même Jojo Embiid va aller chercher finalement très loin Jaylen Brown et va oublier un peu une action, un peu quelque chose d'élémentaire dans le basket. C'est que c'est quand même plus simple de marquer un panier près du cercle
marquer un panier loin du cercle. Et Jojo Embiid va non seulement tourner, regardez, il tourne la tête au ballon, donc il voit pas ce qui se passe, et va chercher Jaylen Brown extrêmement loin, et du coup il a aucune possibilité d'aller dissuader Al Horford. Regardez Joel Embiid beaucoup trop tard, il va regarder le ballon, à ce moment là il se retourne, et c'est beaucoup trop tard, Al Horford peut marquer un panier facile. C'est une action qui est plutôt très bien jouée de la part des Sixers, de la part des Celtics, étant donné qu'en 2 temps, on a d'abord des switches qui permettent d'avoir Al Horford sur un joueur beaucoup plus petit que lui, et une prise d'espace énorme. Malgré tout, je vous la remets une dernière fois, mais malgré tout, je trouve que l'attitude des Sixers n'est pas bonne. Pourquoi TJ McConnell va chercher Terry Rozier si loin? Pourquoi Jojo Embiid tourne à ce moment-là le regard du panier et de l'action et de ce qui se passe dans le jeu? Je veux dire, c'est pas normal, ça peut pas arriver ça. Regardez, on se retrouve finalement sur un 4 contre 4. Moins il y a de joueurs sur le demi-terrain, plus il y a d'espace. Plus il y a d'espace, plus il y a de chances de marquer un panier facile. Et évidemment, ils se font pas prier. Panier facile de Al Horford et ça permet de prendre. En plus, il a la chance, ça tourne un peu autour, ça permet de prendre un peu d'avance. Il y a un gros manque de lucidité pour moi sur cette action et aussi un gros manque de lucidité de la part de Brett Brown qui doit être capable de proposer quelque chose de plus intelligent. À mon sens, sur des actions comme ça, il y a aussi la possibilité de partir sur une zone pour bloquer les accès. Mais pour le coup, les Sixers ne peuvent pas se permettre de libérer autant d'espace et surtout, c'est McConnell qui pour moi fait la plus grosse erreur parce que si McConnell flotte dans cette zone ici, Joel Embiid n'a pas besoin d'aller prendre Jaylen Brown. Il peut rester dessous et empêcher le panier de Al Horford. Si Terry Rozier est très loin, le but c'est que Terry Rozier prenne de vitesse. Et c'est toujours plus difficile de prendre de la vitesse que d'avoir un panier comme ça au-dessus du cercle. Mener 3-0, ça va être compliqué pour les Sixers maintenant de trouver vraiment une solution face à tout ce que peut proposer les Celtics. Et face, mine de rien, à leur limite, qui est une limite quand même de jeunesse. Au final, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces actions? Il faut comprendre que quoi qu'il arrive, que vous soyez en danger ou pas, il faut se fier à son plan de jeu et il faut être cohérent dans ce qu'on fait. C'est ce qu'a fait Boston et c'est toute l'intelligence de Brad Stevens, c'est tout le talent de Brad Stevens, c'est d'être capable de garder ses hommes sur ces choses-là. Et c'est pas ce qu'a réussi à faire Brett Brown malheureusement sur ces dernières actions. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du match, ce que vous pensez de la série, ce que vous avez pensé aussi de l'analyse que j'ai pu vous proposer, qui je pense doit être, on verra, mais qui doit être un petit peu plus courte peut-être que ce que j'ai pu faire par le passé. N'hésitez pas à liker, à partager, à discuter sur les réseaux sociaux, pareil sur les forums où je peux poster la vidéo et évidemment directement sur la chaîne YouTube. J'espère que ce format vous plaît une fois de plus. L'idée c'est de pouvoir discuter, donc surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, vous voyez moi je réponds à tout. Et puis écoutez, on se régale dans ces playoffs, donc pas de raison qu'on arrête les vidéos. Donc restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao ciao!